Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, célébration décalée de la Journée internationale de la sage-femme, une occasion pour l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal d'alerter les autorités étatiques sur la qualité de la formation et la réglementation du métier. Et puis la division des investigations criminelles dit qu'a démantelé un gang de cambrioleurs en plein jour à Dakar et environ. Selon la police, les malfaiteurs ciblaient les maisons UP et se présentaient comme étant des policiers, agents de la SDE ou de la Sénélec. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La division des investigations criminelles a démantelé un gang de cambrioleurs en plein jour à Dakar et environ. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le bureau des relations publiques de la police nationale. Dans un communiqué, la police nationale déclare que la DIC a réussi à neutraliser toute la bande après l'arrestation de deux autres brigands qui étaient encore tapis dans l'ombre. Ils ont été appréhendés pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec effraction, usage de violence, d'armes, à feu de véhicules, usurpation de fonctions et recel de choses. Selon la police, les malfaiteurs ciblaient les maisons UP et se présentaient comme étant des policiers, agents de la SDE ou de la Sénélec. Je vous l'annonce en titre, célébration décalée de la Journée internationale de la sage-femme. Les blouses blanches se sont penchées sur la pratique de la sage-femme dans le contexte des OMD. Une occasion pour l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal d'alerter les autorités étatiques sur la qualité de la formation et la réglementation du métier. Sanoussi Sané et Amadou Sabarba nous en disent plus. À 350, une étude du Fonds des Nations Unies pour la population qui confirme que chaque jour, 4 femmes meurent en donnant la vie. D'où l'appel de l'UNFP Sénégal de redéployer des sages-femmes qualifiées dans les régions éloignées du pays. Une grande majorité de ces décès pourraient être évités si des sages-femmes qualifiées étaient déployées en nombre suffisant. Formation, réglementation et pratique des sages-femmes, l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal saisit l'occasion pour faire le diagnostic du milieu. Elle dénonce la prolifération des écoles de formation qui décrédibilisent la valeur de la profession. Et il est malheureux de constater que, quand bien même qu'on ait eu à recruter des inspecteurs, comme le disait quelqu'un aujourd'hui, nous sommes devant un pléthore d'écoles qui forment des sages-femmes dont la qualité elle est douteuse. Pourquoi elle est douteuse? Parce que tout simplement, ne répondant pas aux normes. Les normes par rapport aux enseignants ne sont pas souvent respectées. Les normes par rapport à la pratique sur le terrain ne peuvent pas être respectées du fait qu'il y a pléthore d'élèves par rapport à peu de structures. Et donc, la Confédération internationale des sages-femmes pense que la base de la profession, c'est la formation. Une sage-femme pour 5000 patientes, un ratio qui est loin des normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Santé du Sénégal promet de s'y atteler et de régler ce déficit. Je crois que dans notre système, nous avons une organisation qui nous permet aussi de parer à certains gaps, comme le gap que vous venez d'évoquer tantôt. Et cela me permet d'évoquer entre autres stratégies, l'approche sage-femme itinérante, qui nous a amené à positionner des sages-femmes dans des zones et développer des activités avancées pour leur permettre de toucher plusieurs localités. Sage-femme, un sacerdoce, une responsabilité, ces blouses blanches demandent encore plus de considération pour l'atteinte des OMD. Nous restons toujours avec cette journée. Ordre pour les sages-femmes, les blouses blanches espèrent que la loi soit votée dans les plus brefs délais. Selon la présidente de l'Association des sages-femmes d'État du Sénégal, le ministère de la Santé rassure que le dossier va connaître une issue heureuse au bénéfice des actrices. Mariam Fall est au micro de Sanoussi Sané. Oui, en fait, je pense que nous sommes passés dans toutes les étapes. Il reste tout simplement sa promulgation au niveau de l'Assemblée nationale. Et bon, d'après le ministère de la Santé, toujours, ils ont dit d'ici 1 mois ou 2 mois, l'ordre sera là avec les instances de l'ordre. L'important, c'est tout simplement de pouvoir réguler la profession. Il y a beaucoup de dérapages et de dérives. Et il faudrait qu'on ait un instrument
qui puisse sanctionner positivement ou négativement les prestataires. Et cet instrument va protéger aussi les sages-femmes, mais aussi les bénéficiaires. Et c'est pourquoi nous avons hâte que ça se fasse. Parce qu'une association peut promouvoir les compétences. Mais par rapport au comportement, il faut des statuts, en tout cas par rapport à l'éthique, il faudrait qu'on ait cet ordre-là pour que la déontologie soit respectée. Et puis en bref, le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, a exigé le respect du délai de livraison du nouveau bâtiment de la Cour des comptes dont la construction est actuellement en cours. Il l'a fait savoir ce vendredi lors d'une visite sur le chantier. Ce projet de construction qui occupe une surface de 3400 m² compte un bâtiment de 4 niveaux avec 220 bureaux, un rez-de-chaussée et 2 sous-sols. Selon lui, ce chantier dont les travaux ont été lancés en 2013 devra être livré en septembre prochain. Et puis, toujours en bref, le sommet mondial de la Société de l'information se tient actuellement à Genève, en Suisse, sur le thème transformer les objectifs en action. Le docteur Yaya Abdoul Kane, ministre des Postes et des Télécommunications, y participe avec une forte délégation sénégalaise composée d'experts de son ministère, de la primature et de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Cet événement du secteur des technologies de l'information et de la communication est un haut rendez-vous pour discuter des défis et opportunités pour bâtir une véritable société de l'information, mais aussi pour partager de bonnes pratiques. Parlons dans ce journal Culture, la 12e édition de la Biennale de Dakar, un rendez-vous culturel, mais c'est aussi une occasion pour découvrir une figure qui aura marqué le cirque français des années 1980. L'artiste peintre sénégalais a fait revivre Raphaël Padilla, communément appelé le clown noir. Cheikh-Ouba est au micro de Kodoussen et Bachir Yazboyan. Aujourd'hui, nous sommes là je montre mon travail pour rendre hommage à Raphaël Padilla. Donc l'idée est venue avec mon galeriste qui est à Bilbao. Alors c'était la biennale passée, on était en train de prendre un verre ensemble et puis il m'a raconté l'histoire de Raphaël et ça m'a vraiment touché au point où on s'est décidé à lui rendre hommage. Ce qui a été fait à Bilbao en 2015, en janvier 2015 aujourd'hui, donc 2 ans après, on se remet à montrer une exposition pour un hommage à Raphaël Padilla. Raphaël Padilla est un noir qui est né au Cuba, fils d'esclave. Donc il s'est retrouvé en Europe et il a réussi à gagner sa liberté à Bilbao. Et il a fini en France où il a réussi une carrière sur la scène française. Pourquoi on veut lui rendre hommage? Parce que tout simplement, à un moment de sa vie, il a connu la gloire, certes, mais à un moment de sa vie, ça a été tellement dur, tellement difficile qu'on se pose la question comment ça se fait qu'une personne qui, dans sa carrière, ait eu autant de succès et qui puisse, à un moment donné, se retrouver complètement dans le déclin. C'est un oiseau aux couleurs du ciel, beau et frimeur, le pan qui aime à déployer ses ailes pour admirer et faire admirer le reflet de sa propre beauté. Majestueux, il passionne également certains éleveurs, dont Issa, qui nous présente cette espèce rare. C'est un reportage de Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané. Aujourd'hui, Issa nous fait découvrir un oiseau qui marque bien le décor des jardins, le pan. Ce matin, justement, le mâle a décidé de sortir le grand jeu pour son public du jour. Le pan mâle se caractérise par sa queue qui peut facilement dépasser 1,50 m. Contrairement à la femelle qui ressemble plutôt à la dinde, c'est le mâle qui symbolise vraiment la beauté. Son plumage est remarquable, ce qui n'est pas le cas pour la femelle. Selon plusieurs croyances, le pan est assimilé à la majesté, avec une queue dont les plumes peuvent atteindre plus d'1 mètre de long
difficile de ne pas tomber sous le charme. En général, ce sont les grandes personnalités qui les élèvent. À titre d'exemple, moi, c'est grâce à Serigne Mbacké Sokhna Lo que j'ai commencé à élever des pans. Je les voyais souvent dans son palais. Notre hôte du jour ne nous fera pas l'honneur de dresser sa queue légendaire. Le pan dispose toutefois d'autres atouts, notamment son aigrette qu'il arbore fièrement sur la tête, une couronne qui reste toutefois sollicitée pour la confection de talismans. Certains les achètent uniquement pour leur aigrette et ils s'en servent pour aller solliciter des prières chez les marabouts. Dans un monde à part, celui des pigeons, dans cet espace qu'Issa connaît depuis 1992, ses yeux renseignent sur l'importance qu'il accorde à la volaille. Il a fini de faire de ces oiseaux ses fidèles compagnons. Ils représentent tout pour moi. La preuve, il m'arrive souvent de ne pas me sentir bien ou même de sortir de mes gonds, mais une fois à côté d'eux, c'est le grand bonheur. Dans l'univers de la volaille, Issa Seck vit sa passion. Il a fini de défier la patience pour voir des autruchons un jour et quelques mois après, des autruches. À présent, l'actualité internationale qui nous mène tout d'abord en République démocratique du Congo, où la police a encerclé la maison de Moïse Katumbi au lendemain de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 2016. Et puis au Canada, l'incendie fait toujours ravage dans la ville de Fort MC Murray, ce qui provoque l'évacuation de 90 000 personnes. Fatou Cissé nous en dit plus. Au moins 24 heures après l'annonce de sa candidature, Moïse Katumbi a indiqué jeudi que son domicile à Lubumbashi, en RDC, avait été encerclé par la police dans le but de l'arrêter. Mais à Kinshasa, les autorités assurent qu'aucune instruction n'a été donnée en ce sens pour le moment. Moïse Katumbi se dit serein malgré la présence des forces de sécurité autour de sa maison. L'ancien gouverneur du Katanga a indiqué avoir adressé une lettre à la mission de l'ONU dans le pays pour solliciter sa protection, car se sentant en danger. Moïse Katumbi traite de mensonges les accusations portées contre lui d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains pour sa sécurité. Pour lui, c'est juste un prétexte pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Le gigantesque incendie qui sévit au Canada continue de dévaster Alberta. Déclenché mardi, la ville de Fort McMurray, dans la province canadienne de Alberta, a été vidée de ses habitants. Un port aérien d'une grande ampleur a été organisé jeudi pour sortir le plus vite possible une bonne partie des 25 000 personnes évacuées. Pour l'heure, il est toujours impossible de déterminer l'origine des départs de feu. La ville et ses alentours abritent d'importants sites pétroliers, mais aucun n'est pour le moment touché. Un camp de déplacés dans le nord-ouest de la Syrie a été bombardé jeudi. Selon l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, au moins 28 civils ont été tués, dont des femmes et des enfants. Toujours selon l'organisation, le bilan pourrait s'alourdir car de nombreuses personnes sont grièvement atteintes. Un responsable d'une agence de presse locale pro-rebelle a accusé le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené ces raids et précise que 2 avions au régime Assad ont tiré des missiles sur le camp situé dans le village d'Al-Kamouna. Ces dernières semaines, des milliers de civils ont fui les combats dans le nord de la province d'Alep. On passe pour finir à l'actualité sportive avec la qualification d'Andy Murray à la demi-finale au Must Mill Madrid. Le Britannique s'est défait du Tchèque Thomas Berdych. Et puis football transfert avec le mercato qui s'approche. Le Français Hatem Ben Arfa va rejoindre le FC Barcelone pour soutenir le trio Messi, Suarez, Neymar. Voyons tout cela avec Farma John.
Rennes a refusé une première offre de 15 millions d'euros du Borussia Dortmund pour son attaquant Ousmane Dembélé. Comme révélé dans la plupart des quotidiens ce vendredi, Manchester City et Liverpool ont formulé officiellement leur intérêt pour l'international français espoir. Mais le club breton espère profiter d'une surenchère. Le Paris Saint-Germain a également tenté de s'immiscer dans la course, mais les dirigeants parisiens ont été refroidis par le joueur qui a décliné poliment les approches du champion de France. Ousmane Dembélé semble ainsi déterminé à rejoindre Dortmund, dont il est convaincu du projet sportif. Kevin Gamero avait été envisagé, puis Alexandre Lacazette avait retenu l'attention. Mais c'est finalement sur un autre Français que le Barça aurait jeté son dévolu. Objectif, soutenir son trio d'attaque Messi, Suarez et Neymar. Ce trio a donné des signes de fatigue ces dernières semaines. Les dirigeants catalans ont en effet fait d'Hatem Ben Arfa leur objectif. Les Niçois qui, en dépit de ses 17 buts cette saison, n'a pas réussi à mener le gym en Ligue des Champions. Il va donc rejoindre un des clubs les plus prestigieux de la planète. L'euro semble s'éloigner pour Marco Verratti. C'est en tout cas ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport vendredi. Selon le quotidien italien, le milieu de terrain du PSG n'a que 30% de chances de participer au tournoi, un tournoi qui aura lieu en France du 12 juin au 10 juillet, toujours à cause de cette pubalgie qui a largement contrarié la saison de Verratti jusqu'ici, et peut-être jusqu'à l'Euro. Verratti a de nouveau dû interrompre son entraînement avec le PSG mercredi et aurait donc rechuté. Cette pubalgie le gêne depuis plusieurs mois. Depuis sa rechute le 20 avril face à Reims, l'Italien n'a joué que 45 minutes avec son club, 15 en finale de la Coupe de la Ligue le 23 avril et 30 en championnat le 29 avril contre Rennes. Tenant du titre en Castille, Andy Murray n'est plus très loin de son meilleur niveau. Les Britanniques s'est facilement qualifié pour les demi-finales vendredi en battant le Tchèque Thomas Berdych 6-2, 6-2 en 1h16. L'Écossais continue de monter en puissance. Il pourrait retrouver Rafael Nadal au prochain tour. En tout cas, sur ce qu'il montre depuis 2 jours, déjà impérial face à Gilles Simon vendredi, il s'est montré tout aussi intraitable en quart de finale face à Thomas Berdych, expédié en 2-7, 6-3, 6-2 en 76 minutes. Une vraie démonstration de force. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.